Le podcast que vous vous apprêtez à écouter fait partie d'une série BRCA J'en parle, conçue en partenariat avec les associations de patients BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Comprendre, échanger, s'exprimer sur ces différents cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate, du pancréas liés au gène BRCA est important, essentiel même. Merci à celles qui ont accepté de témoigner avec leurs mots, leur cœur, leur fragilité et leur force pour que chacune, chacun puisse mieux comprendre afin de mieux dépister, mieux prévenir et peut-être un jour guérir. Catherine, vous avez aujourd'hui 56 ans, vous avez eu votre premier cancer du sein à 35 ans, c'est bien cela ? Oui, c'est tout à fait ça. J'ai eu mon cancer du sein 3 ans après celui de ma maman qui est décédée des suites de son cancer. Et voilà, je suis passée par les mains des mêmes médecins que ma maman. Donc, ce fut un petit peu douloureux pour moi. Voilà. Et puis, 10 ans après, je crois que c'est un deuxième cancer qui s'annonce, c'est bien ça, sur le sein gauche cette fois. Voilà, tout à fait. Donc 10 ans après, évidemment, j'ai été très très suivie pendant ces 10 ans et j'ai eu pas mal d'alertes et un deuxième cancer s'est déclenché sur l'autre sein à gauche, mais plus petit que le premier. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous propose à ce moment-là ? Vous en êtes où par rapport à la thérapie ? Quel est le suivi ? À ce moment-là, on me propose d'enlever la tumeur qui était relativement petite par rapport au premier, Oui. Et de suivre ensuite des séances de radiothérapie, mais je n'avais pas besoin de refaire de chimiothérapie comme la première fois. D'accord. Donc j'imagine que le premier traitement avait été donc assez long et compliqué. Effectivement, le premier traitement a été très long, douloureux, compliqué, mastectomie, chimiothérapie, rayons, ablation totale du sein, et donc je suis comme ça depuis, je ne me suis pas fait reconstruire. Donc en fait, j'ai une prothèse externe à droite, voilà. D'accord. On va reparler des suites. Mais donc, 10 ans après, un deuxième cancer sur le sein gauche. Et puis, jusqu'à présent, donc il y a eu le cas de votre maman, c'est 2 cancers, même s'ils sont espacés d'une dizaine d'années. Et une année plus tard, je crois, vous êtes en visite chez l'oncologue, vous avez votre visite. Et c'est là qu'on vous parle de tests génétiques. Vous comprenez alors ce qui se passe ? Pas du tout, effectivement, c'était dans le cadre de mon suivi annuel. Mon oncologue commence à me parler de mes filles et me parler d'un test. Je ne sais même pas si j'ai entendu le mot génétique, honnêtement, Oui. mais je sais que je suis ressortie de ce rendez-vous assez déboussolée, ne comprenant pas vraiment ce qui m'arrivait, si ce n'est qu'il fallait que je prenne un rendez-vous en région parisienne pour faire ce test. Et je me souviens avoir appelé mon mari en pleurs, en lui disant « je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas où je dois aller ». Et il m'a rassurée en me disant « t'inquiète pas, on va trouver ». Et quelques jours après, en fait, je recevais un courrier à la maison me donnant ce rendez-vous pour aller en région parisienne pour faire ces tests génétiques. Mais l'oncologue, en fait, vous a parlé à ce moment-là de vos filles. C'est ça que j'imagine qui a été pour vous une espèce de déclencheur de cette incompréhension, en tout cas de cette angoisse dont vous parlez, ou de grands mouvements de panique, on peut le dire comme ça. Vous n'aviez pas, à ce moment-là, vous n'aviez pas les informations. C'était en quelle année, ça ? Alors, c'était en 2010, voilà, à peu près, oui. 2010. Et en fait, oui, le fait de me parler de mes filles, je pense que ça m'a aussi énormément déstabilisée parce que je venais pour moi et je ne comprenais pas. Il y avait un quiproquo. Et en fait, je pense que je n'ai pas entendu tout ce qu'il m'a dit lors de cet entretien. Et je pense que je n'ai pas compris à ce moment-là. Je ne savais même pas ce que c'était que les tests génétiques. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, en réaction à ma maman, qui elle, n'a pas assez écouté les médecins et lorsqu'elle a commencé à consulter, c'était déjà bien trop tard. Moi, en réaction, c'est vrai que j'ai toujours écouté tout ce que mes médecins m'ont demandé de faire. Je les ai toujours suivis. D'ailleurs, je suis encore là aujourd'hui grâce à eux. Donc voilà. Donc je suis allée faire ce test sans réellement comprendre de quoi il s'agissait, ni les conséquences que ça allait avoir sur le reste de ma famille. Mais en fait, entre le moment où votre oncologue, dans le cadre de cette visite, vous parle de vos filles, donc du test à faire, et le moment où vous allez faire ce test, c'est ça, c'est une prise de sang, on est bien d'accord ? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas cherché à vous informer à ce moment-là ? Vous avez été rassurée par votre époux ? J'étais rassurée par mon époux et qui m'a dit « ne t'inquiète pas, on va trouver ». Et voilà, je vous dis, quelques jours après, je recevais ce courrier en me disant « il faut aller à tel endroit
tel jour pour faire ce test auquel je suis allée en me renseignant un petit peu, mais pas plus que ça, honnêtement. Parce que voilà, je me suis dit, je vais le faire pour mes filles, si c'est une façon de les prémunir de tout ça, parce que c'est une espèce de cercle qui ne s'arrête pas, avec ma maman, avec moi. Et effectivement, j'avais mes filles en point de mire. Ma grande fille, d'ailleurs, lors de son adolescence, m'avait dit, de toute façon, je sais très bien qu'un jour, je déclencherai un cancer du sein, avant de savoir tout ça. Et je lui ai dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Voilà, comme une espèce de fatalité dans la famille. Donc, en fait, je me suis dit, voilà, si c'est un moyen de protéger mes filles, je ferai tout ce qu'on me dit. Donc, j'y suis allée un peu la fleur au fusil, sans trop chercher à m'enseigner vraiment avant, effectivement. Et alors donc, vous vous rendez à ce rendez-vous, comment ça se passe? Alors, quand j'arrive à ce rendez-vous, il y avait beaucoup de monde. L'oncogénéticienne était en retard. Et du coup, quelqu'un vient me voir dans le hall et me dit écoutez, en attendant de voir l'oncogénéticienne, je vous propose de faire votre arbre généalogique, ce qu'on fait lors de la première visite ou de la deuxième visite. Je lui dis oui, ok, pas de problème. Donc, j'avais amené tous les éléments concernant ma famille. Et dans la foulée, elle me dit écoutez, si vous voulez, je vous propose de faire tout de suite la prise de sang. Donc, dans mon cas, c'était une prise de sang. Il faut faire une deuxième quelques mois après pour valider. Et puis, parfois, un test salivaire. Moi, j'ai pas eu de test salivaire. Et en fait, j'ai fait donc tout ça avant de rencontrer l'oncogénéticienne. Je suis retournée en salle d'attente et c'est seulement après que je l'ai rencontrée et là où elle m'a expliqué ce que c'était que ce test génétique, voilà, quelles pouvaient être les incidences par rapport à mes filles. Et là, bon, ça a été un petit peu compliqué effectivement pour moi. Parce que normalement, avant de faire le test, on doit rencontrer l'oncogénéticienne. D'accord, donc les choses ont été faites à l'inverse. Un petit peu à l'inverse, mais je ne leur en veux pas avec le recul parce que voilà, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, que c'est compliqué aussi à gérer et voilà, parfois effectivement des dames font le test lors de la première consultation, mais souvent ça se fait dans le cadre d'une deuxième consultation. On vous demande justement un temps de réflexion que je n'ai pas pris et je le regrette, je l'ai longtemps regretté, je ne le regrette plus maintenant bien sûr, mais ce temps de réflexion et d'appropriation de ce test et surtout des conséquences que ça allait avoir sur la famille, j'aurais dû prendre ce temps et c'est très important de prendre ce moment. Bien sûr, alors comment se passe l'entretien avec l'oncogénéticien? Donc vous avez fait votre test, évidemment vous n'avez pas les résultats tout de suite, il faut un petit peu de temps. Combien avez-vous attendu de temps d'ailleurs entre... Alors quand vous êtes la personne index, c'est-à-dire le premier cas de la famille à faire le test, c'est assez long. Moi dans mon cas ça a demandé 1 an. Enfin, dans certains hôpitaux ça peut demander un peu moins, mais c'est quand même assez long quand vous êtes le cas index. Après pour les apparentés, lorsque eux font le test, c'est plus rapide, ça demande 3-4 mois. Voilà, parce qu'on sait précisément sur quel gène rechercher la mutation. Donc voilà, elle m'a expliqué tout ça et elle m'a expliqué que du coup, il y avait un risque de 50% de transmission du gène à mes filles, sachant que j'ai 2 filles. Je suis sortie effectivement assez atterrée de cette consultation en me disant il est impossible qu'aucune de mes filles ne soit atteinte, si toutefois je le suis. Et je pense qu'au fond de moi, je n'étais pas très dupe du résultat. Voilà, vu certainement que ma maman devait être porteuse de cette mutation, mais à cette époque, ça n'était pas encore connu, voilà, puisque c'est somme toute assez récent. Ça date de 95 et 96, et donc du coup, j'étais assez sûre d'avoir une mutation de toute façon. Et vous êtes d'une certaine façon sans doute protégée en justement n'allant pas trop à la pêche aux informations, jusqu'au moment où vous avez eu cette visite chez l'oncologue et qui vous en a parlé. C'est peut-être un petit peu ça, non? Je pense, effectivement, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, vos filles ont quel âge et où en êtes-vous avec cette épée de Damoclès, on peut le dire comme ça, au-dessus de la tête? Alors mes filles actuellement ont 27 et 23 ans et c'est vrai qu'après ce test, donc quand je suis allée chercher les résultats 1 an après avec mon mari, bon, ça a été quand même la douche froide et ça a été un peu une descente aux enfers parce que je ne pouvais pas leur parler de ça, c'était trop compliqué pour moi. J'avais un énorme sentiment de culpabilité. Et de reproduire, je voyais mes filles reproduire le même schéma que j'avais parcouru, celui de ma maman, moi, et voilà. Et pour moi, c'était quelque chose d'insupportable. Ça a été pour moi plus dur que la maladie, même, je peux le dire, avec le recul. Donc là, j'ai cherché beaucoup d'aide à ce moment-là parce que
parce que je ne savais pas à quelle porte frapper. Donc je me suis beaucoup renseignée, effectivement. J'ai été aidée par des associations et ça m'a aidée à gravir le chemin et à trouver le moment opportun de leur parler. Donc quand on leur a annoncé que j'étais porteuse, mes filles avaient respectivement 23 ans et 18 ans. Il faut savoir que pour faire le test génétique, effectivement, il faut être majeur. Et voilà. Et quand je leur ai annoncé, ça a été extrêmement douloureux pour moi, bien sûr. Mais mes filles l'ont très très bien reçu en me disant, tu sais maman, de toute façon, c'est pas vraiment un scoop vu ton parcours. De toute façon, ma fille aînée avait déjà commencé à se faire suivre de façon un peu plus poussée. Donc en fait, pour elle, voilà, c'était comme ça et voilà, pour elle, j'avais pas à avoir de culpabilité et c'était notre histoire et voilà, il fallait faire avec. Ça vous a soulagé, leur réaction ? Complètement, bien sûr. Je me suis dit, finalement, ça fait 3 ans que je me pourris en quelque sorte la vie et finalement, j'aurais dû leur en parler avant, mais je crois que moi-même, j'étais pas prête à le faire. Voilà, il fallait que je fasse tout un chemin avant, d'un point de vue psychologique et personnel, pour pouvoir aborder ça plus sereinement avec elle. Et alors le papa, votre époux, que vous disait-il pendant cette période de 3 ans ? 3 ans, c'est long quand même, à porter cette épreuve, cette croix ? C'était très compliqué. C'est vrai que lui, il le voyait d'un œil un petit peu différent en me disant qu'on avait le temps parce que lors du premier rendez-vous, on nous avait parlé de faire suivre notre fille aînée aux alentours de 30 ans. Donc, mon mari, lui, il voyait ça loin encore. Et en fait, il avait ce recul que moi, je n'arrivais pas à avoir parce que trop dans la maladie et trop par rapport à tout ce que j'avais vécu. Donc, il m'a aidé aussi à prendre un peu ce recul, bien évidemment. Mais des fois, c'était quand même compliqué, voilà. Parce que des fois, je voulais pas trop entendre non plus. Alors aujourd'hui, vos filles en sont où ? Elles ont passé ce test ? Elles en sont où ? Alors tout à fait. Ma fille aînée, donc suite à cette annonce, donc je leur ai fait leur annonce en 2015 et ma fille aînée a fait son test fin 2018. Elle a eu les résultats donc très rapidement en 4 mois, en janvier 2019. Et à mon très grand étonnement et à ma grande joie, bien évidemment, elle n'est pas porteuse de la mutation génétique. Joie tout à fait limitée. Parce que effectivement Camille a de suite pensé à sa sœur en se disant si moi je ne suis pas porteuse, alors faut savoir qu'il n'y a pas un risque du coup de 100% sur ma deuxième fille, le risque est toujours de 50%, voilà. Mais c'est vrai que du coup ça peut être compliqué aussi à gérer cette différence. Moi je suis porteuse, toi t'es pas porteuse ou inversement. Je pense que c'est aussi quelque chose à travailler sur le long terme. Bien sûr. Alors la seconde justement, elle en est où par rapport à ça ? Alors ma deuxième fille, donc qui a 23 ans, devait faire le test en avril, sur Paris et avec effectivement le confinement, tout a été annulé. Donc là, elle est en attente d'un autre rendez-vous et on en a parlé il y a quelques jours encore. Elle me disait, je regrette un peu que le rendez-vous ait été annulé parce que je me sens prête. Voilà. Finalement, elle me dit, maman, ça fait 5 ans que je me prépare. Elle le sait depuis ses 18 ans. Et elle est prête. Vous savez un peu quand elle pourra le passer ? Vous avez une idée de la date ou pas ? Non, du tout. Là, on laisse passer la fin des vacances et on verra à la rentrée justement en fonction des événements. Est-ce que les visites vont reprendre, les consultations, etc. Pour l'instant, on n'a pas trop de retour. Voilà. Alors vous dites on entend bien que c'est une histoire de famille, qu'il y a une vraie proximité évidemment entre vous. Vous l'avez dit aussi par rapport à ce qui se passe pour sa sœur aînée. Donc c'est une histoire familiale, c'est quelque chose qui vous lie les uns aux autres très fortement. Pendant ces années, puisque vous m'avez dit que pendant 3 ans vous aviez du mal à en parler, vous avez pu trouver de l'aide en dehors du foyer familial ? Est-ce que vous avez pu vous faire accompagner ? Oui, tout à fait. Déjà, depuis le début de mon cancer, j'ai pas hésité à consulter des psychologues, etc., pour travailler aussi sur la maladie, mais aussi pour faire le deuil de mes parents que je n'arrivais pas à faire. Et lors d'une consultation avec mon oncologue, il m'a reproposé de reconsulter la psychologue de l'hôpital. Et je ne savais pas que même plusieurs années après avoir été malade, on pouvait consulter malgré tout. Et cette personne, effectivement, m'a aussi beaucoup aidée à avancer dans ce cheminement et par rapport à ce test génétique.
et aussi par rapport à des associations que j'ai pu contacter et qui m'ont permis d'avancer aussi dans ce sens grandement en m'apportant beaucoup d'informations, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. D'accord. Alors, on sent que c'est très, très présent dans votre vie. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à la maladie? Moi, j'en suis que je continue mes suivis une fois par an, voilà. Et du coup, pour donner du sens un peu à toute mon histoire et rendre un petit peu tous les ratés entre guillemets qu'il y a eu dans mon parcours, je me suis maintenant mise dans une association, voilà, caritative, afin d'aider les gens comme moi, voilà. Et justement par rapport à cette annonce de test, qu'est-ce qu'il faut faire, les suites, les conséquences psychologiques qu'il peut y avoir. Donc, ça donne du sens à mon histoire, le fait de témoigner comme je le fais là aujourd'hui, d'aller rencontrer les gens et de pouvoir partager avec eux mon expérience et voilà, les accompagner aussi, même physiquement, dans des démarches. C'est une façon de donner du sens à toute cette histoire. Bien sûr, alors vous accompagnez, vous vous rendez utile, je reprends vos mots. Est-ce que vous avez un espoir pour cette mutation? Ah, mais moi, je suis complètement dans le positif maintenant. Le négatif, il est derrière moi. C'est-à-dire que cette mutation, j'ai réussi à la transcender en quelque chose de positif, mais y compris pour mes filles, parce que finalement, c'est une chance de savoir. C'est une des rares maladies génétiques où on peut aussi avoir un coup d'avance sur la maladie. Et ça n'a pas de prix. Et j'aurais aimé, moi aussi, avoir ce coup d'avance, ce qui m'aurait pu m'éviter de faire un deuxième cancer si j'avais su avant que j'étais porteuse de la mutation génétique. Je l'ai su seulement après. Et justement, entre mes deux cancers, il s'est écoulé 10 ans. Et j'ai moi-même, dans mon corps, physiquement, ressenti les progrès de la médecine parce que je n'ai pas eu affaire aux mêmes techniques chirurgicales, beaucoup moins invasives la deuxième fois, même si le deuxième cancer était moins important, effectivement. Donc, je sais que la médecine avance. Je sais que les médecins ont besoin de nous. Et moi, j'ai très foi en la découverte peut-être d'un vaccin ou de quelque chose pour éviter cette mutation. Donc j'ai vraiment foi en l'avenir et en l'avenir de la médecine par rapport à tout cela et par rapport à mes filles et au reste des générations futures. Catherine, bravo. Je pense qu'effectivement, au sein de votre association, vous devez être en capacité d'aider beaucoup de femmes, ou peut-être d'hommes d'ailleurs, qui sont dans la situation que vous avez connue. Merci infiniment, Catherine, pour ce très beau témoignage. Merci à vous. Et bonne route. Merci. Si ce podcast de la série BRCA J'en parle vous a aidé, ému, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez l'écouter et le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube « Et si on parlait du cancer ?» Cette série BRCA J'en parle a été développée avec le soutien d'AstraZeneca France et MSD France en partenariat avec les associations BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Ce podcast n'a pas vocation à remplacer une consultation médicale. Il a pour but de partager un témoignage utile pour les personnes concernées par un cancer lié au gène BRCA. Chaque témoignage est unique et fondé sur une expérience personnelle. En cas de questions ou doutes sur votre traitement ou sur une maladie, consultez votre médecin.